Bonjour amis de l'histoire antique, je vais vous parler aujourd'hui d'Hérodote, qui est considéré comme le père de l'histoire et le premier des ethnologues. Il fut en tout cas le premier prosateur dont nous avons conservé l'œuvre complète, intitulée Les Histoires, terme qui signifie littéralement enquête. Alors à voir que la première œuvre littéraire conservée dans l'Occident, c'est bien sûr l'Iliade et l'Odyssée, mais il s'agit là d'œuvres écrites en vers. Alors Hérodote vécut au 5e siècle avant notre ère et fut le contemporain des événements qui jalonnèrent ce siècle, à savoir les guerres médiques et la guerre du Péloponnèse. Infatigable voyageur, il visita notamment l'Égypte et la Babylonie, et nombre de peuples voisins des Grecs, donc dits barbares, nous sont connus grâce à ses écrits. Citons les Égyptiens, les Perses, les Lydiens, les Scythes ou les Thraces. Alors, Hérodote s'intéressa à leurs coutumes, à leur mode de vie et à leurs croyances, sans porter de jugement autrement que pour montrer qu'ils étaient différents de ceux des Grecs. Il était même vu comme l'ami des barbares, Philo-Barbaroi, aux grandes dames de certains auteurs antiques. Alors tout cela fait d'Hérodote le précurseur outre de l'histoire, celui de la géographie, de l'ethnologie et de l'anthropologie. Alors longtemps occulté par la figure écrasante de Thucydide, son œuvre, qui mêle histoire, anecdote et légende, mérite une totale réhabilitation. Je m'intéresserai ici plus particulièrement au sujet de la perception chez Hérodote des barbares en guise de conclusion du cycle que j'ai consacré aux interactions entre les Grecs et les peuples voisins. Alors concernant mes sources, je m'appuierai sur diverses pages Wikipédia, ainsi que sur des introductions de traduction des histoires, et sur le dictionnaire de l'Antiquité, et enfin sur divers articles disponibles en ligne, donc tous les liens en description. Alors j'exposerai également quelques réflexions personnelles après avoir particulièrement étudié l'histoire des peuples voisins des Grecs dans l'Antiquité à travers mes récentes vidéos. Alors voyons en thème numéro 1, la vie d'Hérodote. Alors celle-ci reste relativement obscure, puisqu'en fait ce que nous savons de lui est essentiellement tiré de ses propres œuvres, même s'il existe quelques notices consacrées à la vie d'Hérodote, donc par Denis d'Halicarnasse, Plutarque, Lucien ou la Souda, donc une encyclopédie plus tardive. Alors Hérodote est né vers 485 avant Jésus-Christ à Halicarnasse en Carie, l'actuel Bodrum, au sud-ouest de l'Anatolie. Alors, la Carie, au départ peuplée de Cariens, un peuple indo-européen, fut un temps colonisée par les Phéniciens, puis peuplée par des Achéens et surtout des Doriens autour du début du premier millénaire. Et donc Halicarnasse est surtout connu pour abriter le fameux mausolée d'un satrape perse qui est classé parmi les 7 merveilles du monde antique. Donc Halicarnasse fut d'abord une colonie achéenne, puis elle passa sous la domination des Doriens, qui fondèrent l'Hexapole dorienne, c'est-à-dire une confédération réunissant 6 cités de Carie et de Rhodes, dont principalement donc, Halicarnasse, Cos et Cnide. Et donc tout ça explique que la région fut appelée la Doride. Alors Halicarnasse avait une position à part dans le monde grec, car elle était située à la frontière du monde barbare, et que son port avait été le pionnier du commerce grec avec l'Égypte. Et donc à la naissance d'Hérodote, bien noté qu'Halicarnasse faisait partie de l'Empire perse, suggérant que le jeune Hérodote puisse avoir entendu des témoignages sur les événements en cours au sein de l'Empire perse. Et donc du temps de la deuxième guerre médique en 480, la reine d'Halicarnasse Artémise combattit du côté des Perses à la bataille de Salamine. Donc Hérodote appartenait à une famille dorienne notable, et certains historiens pensent qu'il était le neveu de Pagnasis, un poète épique que l'on comparait à l'époque à Homère. Alors il reçut une éducation typiquement grecque, et lut probablement divers ouvrages donc, qui vont inspirer plus tard ses travaux, comme la description de l'Asie par Hécatée de Milet, l'un des premiers géographes, comme l'histoire de la Lydie par Xanthos et comme l'histoire de la Perse par Caron de Lampsaque. Et en 469, il fut contraint de suivre sa famille en exil sur l'île de Samos à la suite d'un conflit avec le tyran Lygdamis, qui était le petit-fils d'Artémise.
Alors voyons en thème numéro 2 les voyages d'Hérodote. Donc durant cette période d'exil, il entreprit 15 années de voyages dont il rendit compte dans ses histoires, même si une école hypercritique prétend que ces voyages furent des inventions, mais on va partir du postulat que la plupart de ces voyages sont bien réels, comme pense la grande majorité des historiens. Donc sa famille aurait pu avoir en fait des contacts anciens avec d'autres pays qui étaient alors sous domination perse, ce qui aurait facilité ses voyages et ses recherches. Alors vers 460, il séjourna d'abord en Égypte, en association avec les Athéniens, puisqu'une flotte athénienne, à la même époque, avait aidé à un soulèvement contre les Perses. Alors il voyagea ensuite à Cyrène, donc une cité grecque de Libye, donc plus particulièrement de Cyrénaïque, et se rendit ensuite en Phénicie, en passant par la cité de Tyr, puis il descendit l'Euphrate jusqu'à Babylone, dont il rendit compte avec force de détail. Alors, il alla ensuite jusqu'en Colchide, donc en Géorgie actuelle, et à Olbia, une colonie grecque située sur les rives nord de la mer Noire, dans l'actuelle Ukraine. Alors, à noter qu'il mentionna n'avoir trouvé aucune trace des légendaires hyperboréens, bien présents dans les mythes grecs, et dont le pays était vu comme le monde originel. Alors, son voyage en Égypte fut le plus important pour ses travaux futurs, et peut-être même pour nous, les historiens plus tardifs, puisqu'en fait, il fut si impressionné par la grandeur et la singularité de ce pays qu'il lui consacra une longue digression au livre 2. Alors, son récit sur l'Égypte, qui mêle description du présent et du passé, est encore de nos jours indispensable pour comprendre la civilisation égyptienne, malgré quelques erreurs mineures dans la chronologie ou la généalogie des pharaons. Donc de retour à Halicarnasse, Hérodote aurait participé à l'insurrection qui renversa le tyran. Et peu de temps après, il fut de nouveau inquiété pour des raisons politiques et dut s'établir à Athènes vers 447, où il se lia d'amitié avec Sophocle, qui écrivit un poème en son honneur, dont on a conservé quelques fragments chez Plutarque. Alors Hérodote rencontra d'autres citoyens de premier plan, tels que les Alcméonides, le clan de Périclès, et durant cette période, il visita notamment Delphes et Olympie. Et vers 443, il suivit les colons qui partirent fonder Tourioï dans le sud de l'Italie. Et c'est probablement à cette époque qu'il termina la rédaction de ses histoires. Alors, les événements de la fin de sa vie sont méconnus, mais sa connaissance précise de certains événements, datant des premières années de la guerre du Péloponnèse, suggère qu'il retourna à Athènes. Et jugeait d'ailleurs ce conflit entre cités grecques comme une tragédie. Il mourut vers 425, peut-être en Macédoine, après y avoir obtenu la protection de la cour des Argéades, ou alors à Athènes, ou alors à Tourioï. Alors voyons en thème numéro 3, la nature des histoires. Donc les histoires du grec ancien historiei, qui signifie littéralement recherche ou enquête, est la seule œuvre connue d'Hérodote. Et donc c'est le plus ancien texte complet en prose que nous avons conservé de l'Antiquité, sachant, comme j'ai dit en introduction, que les textes plus anciens connus, comme ceux d'Homère, de Parménide ou d'Hésiode, étaient écrits en vers. Alors en Grèce antique, les premiers prosateurs, qu'on appelait logographes, sont apparus au VIe siècle avec Hécatée de Milet qui raconta le temps des héros, qui aussi est au balbutiement de la géographie, mais ses œuvres sont en partie perdues. Alors en fait, Hérodote fut le premier logographe à raconter des faits qui concernaient un passé proche et des hommes sans généalogie divine. Alors le texte est écrit en ionien, la langue des grands penseurs grecs, qu'Hérodote aurait appris probablement à Samos, puisque en Halicarnasse on parlait de dorien. Alors Hérodote publia ses histoires vers 445, sachant que la composition de ce texte s'étala sur plusieurs années. Alors une tradition veut que Hérodote fit une lecture publique de son travail à Athènes et qu'il reçut une récompense officielle élevée à 10 talents, donc une somme considérable, sachant qu'un talent correspond
à l'époque environ 25 kilos d'argent. Alors une autre tradition veut que Hérodote fit la lecture de son œuvre durant les Jeux Olympiques et que le jeune Thucydide en fut fort impressionné. Alors Hérodote aurait donc fait connaître ses enquêtes par le biais de récitations orales, et d'ailleurs certains des passages des premiers livres semblent être indépendants et détachables, de sorte que ces passages pourraient en fait avoir été mis de côté par l'auteur dans le but de les présenter à l'oral. En effet, l'oralité occupait une place prépondérante dans la culture grecque, comme en témoigne la transmission de l'Iliade et l'Odyssée, et une grande partie des œuvres littéraires étaient composées pour être lues ou chantées en public, donc par des aèdes ou un rhapsode. Et un rhapsode, en fait, c'est un artiste qui ne composait pas lui-même ses œuvres. Donc un aède, lui, composait ses œuvres. Pensons à Homère, si tant est qu'il ait vraiment existé. Donc les histoires d'Hérodote furent ensuite publiées sous la forme d'un manuscrit dans l'ensemble du monde grec à la fin du IVe siècle. Alors Hérodote présente ses intentions dès le préambule. J'ouvre les guillemets. Hérodote d'Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête afin que le temps n'abolisse pas le souvenir des actions des hommes et que les grands exploits accomplis, soit par les Grecs, soit par les barbares, ne tombent pas dans l'oubli. Il donne aussi la raison du conflit qui mit ces deux peuples aux prises. Alors là, c'est intéressant, quand il parle des barbares, il parle en fait clairement des Perses. Puisqu'en fait, le but principal de ces histoires était de raconter les guerres entre les Grecs et les Perses durant les guerres médiques. Mais son ouvrage était aussi l'occasion de proposer un tableau complet des peuples voisins des Grecs et d'enquêter sur leur mode de vie. Alors il délaissa le temps des héros pour s'intéresser au temps des hommes et aux causes des événements de manière rationnelle. Et donc avec lui apparaît pour la première fois une méthode historique globale, même si elle sera parfaite par Thucydide. En tout cas, il fut le premier à chercher les causes premières des conflits, alors, clairement l'appétit de conquête, mais aussi des causes secondaires liées à l'histoire privée, comme le montrent ces récits d'intrigues nés d'ambition ou de rancune personnelle. Alors en pointant les responsabilités des individus, il ne cherchait pas à se montrer comme un moraliste, mais il cherchait à expliquer les causes des événements. Et donc il décrit ce qu'il avait vu de ses propres yeux, et il emploie d'ailleurs le terme d'autopsie. Alors ça peut être aussi des événements dont il a entendu parler, et il donne aussi donc, son avis personnel en faisant le tri entre les informations qu'il juge, on dira, véridiques ou au contraire mensongères. Alors ces sources directes étaient souvent des interprètes, ce qui explique les erreurs commises, sachant qu'on peut supposer qu'il était de bonne foi. Alors Hérodote appuyait aussi son récit sur des Grecs, souvent des marchands, qu'il avait pu croiser sur son chemin. Alors il fut également le témoin direct de certains événements, notamment ceux liés au tout début de la guerre du Péloponnèse, ou ses différents voyages aussi en Perse. Et il cherchait finalement à montrer une certaine objectivité en présentant plusieurs versions connues d'un événement, faisant de lui l'inventeur de la critique historique. Alors, certes, en dehors des faits historiques, il s'intéressait aussi aux merveilles de la nature, aux grands monuments, aux prodiges des dieux et aux oracles, ce qui fait dire qu'il a tout de même une part de fable dans son récit. Puisque, on le voit bien, les dieux pouvaient intervenir dans les affaires humaines, comme on le voit dans les histoires, et parfois abattre par jalousie des rois trop puissants comme Crésus ou Xerxès. Et les dieux pouvaient aussi tromper les hommes par des oracles ambigus. Donc finalement, les histoires, malgré les critiques qu'on exposera dans une autre partie, restent une œuvre très recherchée pour l'époque et magistralement composée. Alors voyons en thème numéro 4, la composition des histoires. Donc les histoires d'Hérodote se composent de 9 livres, chacun portant le nom d'une muse. Alors ce découpage ne fut pas réalisé par lui-même, puisque ce furent probablement des grammairiens d'Alexandrie qui, au IIe siècle avant Jésus-Christ, organisèrent l'ouvrage de cette façon. Puisqu'en fait, la taille de l'ouvrage devait s'adapter au livre de l'époque, c'est-à-dire un rouleau de papyrus qui, pour s'enrouler ou se dérouler facilement, ne devait pas être d'une taille excessive.
Donc dans le prologue, Hérodote évoque des faits mythologiques liés à des événements de femmes survenus entre Grecs et Asiatiques. On peut citer Io enlevé par les Phéniciens, Europe et Médée par les Grecs, et bien sûr Hélène par les Troyens. Et donc en fait, il critique les différentes légendes concernant l'opposition séculaire entre Grecs et Asiatiques pour mieux montrer au livre suivant les causes rationnelles des événements. Alors Hérodote considérait d'ailleurs que les événements racontés dans l'Iliade avaient réellement existé et qu'ils marquaient le début de l'histoire. Et donc il situait la prise de Troie à 1270, ce qui paraît vraisemblable au regard des découvertes archéologiques modernes. Alors Hérodote et plus tard Thucydide ainsi qu'Isocrate considéraient d'ailleurs qu'en fait que les Troyens étaient fortement liés à l'Asie, même si leurs origines ne sont pas très très claires, et que la guerre de Troie symbolisait l'opposition séculaire entre Grecs et barbares. On peut quand même noter que les Troyens vénéraient les mêmes dieux que les Grecs et parlaient une langue qui était comprise par les Achéens. Mais en tout cas, il y avait un fond, on dira, non grec, voire non indo-européen. Alors évoquons ici rapidement la composition de ces 9 livres. Donc les livres 1 à 4 sont consacrés à l'essor de l'Empire perse. Donc au livre 1, il évoque la victoire de Cyrus le Grand sur le royaume de Lydie de Crésus, la conquête de la Syrie et une dernière campagne contre les Massagètes, un peuple scythique, et Cyrus qui va trouver la mort durant cette campagne. Donc au livre 2, Hérodote offre une description très minutieuse de l'Égypte, donc qui est restée dans la postérité. Au livre 3, il décrit la conquête de l'Égypte par les Perses, ainsi que les complots à la cour achéménide et la révolte de Babylone. Alors, au livre 4, il décrit le règne de Darius et son expédition contre les Scythes, évoquant en détail leur culture de cavaliers des steppes. Il évoque aussi les campagnes des Perses en Libye et l'histoire de Cyrène. Les livres 5 et 6 sont consacrés à la première guerre médique. Au livre 5, donc, il expose les causes de la révolte de Lyonie et offre des digressions sur l'histoire de Sparte et d'Athènes. Dans le livre 6, il décrit la réaction des Grecs, le débarquement en Grèce des Perses et la victoire des Grecs à Marathon. Alors, les livres 7 à 9 sont eux consacrés à la deuxième guerre médique. Donc au livre 7, il décrit l'invasion de la Grèce par les armées de Xerxès et la bataille des Thermopyles. Au livre 8, il narre la victoire de la flotte grecque à Salamine et la retraite de Xerxès. Et au livre 9, il décrit la victoire finale des Grecs à Platée et leur dernière campagne navale en mer Égée, concluant ces histoires par ces événements. Alors finalement, l'étude des interactions entre civilisations semblait pertinente pour un grec originaire d'Anatolie, qui vivait alors sous la tutelle des Perses. Et donc les guerres de libération des Grecs contre les Perses avaient donné à Hérodote la première inspiration véritablement historique ressentie par un Grec. On pourrait même dire que ces guerres ont fait naître la conscience hellénique, puisque ces guerres montrèrent qu'il existait une véritable vie collective supérieure à celle de la cité. Et que tous ces thèmes imposèrent à Hérodote l'évidence du drame de la collision entre Europe et Asie. Alors voyons en thème numéro 5, la critique des histoires. Donc contrairement à Thucydide et à Polybe, ses plus proches continuateurs, il existe chez Hérodote une part de fable et de mythologie, même si elle reste assez mince. Donc il n'est pas l'inventeur de l'histoire politique, cet honneur revient à Thucydide qui décrivit avec force de détail la guerre entre Athènes et Sparte et les mécanismes qui amenèrent une puissance dominante et une puissance émergente à s'affronter, ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Donc le style d'Hérodote est simple à lire, en tout cas par rapport à Thucydide où il faut quand même assez s'accrocher, et le style est même, on dira, pittoresque. Et il peut aussi se montrer poète, montrant par là toute l'admiration qu'il éprouvait envers Homère. Alors on va voir que Thucydide choisit de commencer son histoire de la guerre du Péloponnèse là où Hérodote s'était arrêté, c'est-à-dire à la victoire des Grecs en 479, ce qui montre que les textes d'Hérodote étaient vus comme étant assez fiables pour ne pas avoir à subir de réécriture ou de correction. Alors ça n'empêche que Thucydide critiquait, sans nommer explicitement Hérodote, ceux qui cherchaient plutôt le plaisir du lecteur que la vérité des faits. De plus, Thucydide développa un sujet historique plus conforme à la vision grecque du monde, en cela qu'il était centré
sur les relations entre cité-État. Alors, il est vrai qu'en comparaison de Thucydide, Hérodote apparaît plus comme un conteur que comme un historien politique. Sachant aussi que Thucydide a un style très, très dense, très analytique, parfois complexe. Et Aristote le qualifiait de mythologue, et d'autres auteurs tardifs même d'affabulateur. Alors Cicéron fut, au 1er siècle avant Jésus-Christ, le premier à le surnommer le père de l'histoire. Alors le biographe Plutarque le critiquait pour ses erreurs et ses affabulations, bon, Plutarque en commet aussi, tout en reconnaissant ses qualités. Alors sa partialité à l'égard d'Athènes fut aussi soulignée par Plutarque, mais toutes ces accusations faites 5 siècles plus tard paraissent assez exagérées, même si l'œuvre d'Hérodote n'est pas exempte d'anecdotes plus ou moins inventées. Alors, durant la Renaissance, l'œuvre d'Hérodote fut redécouverte, mais sa bienveillance envers les barbares suscitait la méfiance dans une Europe alors en pleine redécouverte du passé gréco-romain. Et donc au XVIIIe siècle, l'abbé Barthélemy, auteur du voyage du jeune Anarchasis en Grèce, un ouvrage très populaire à son époque, écrivait que Hérodote ouvrit aux yeux des Grecs les annales de l'univers connu. Et donc à partir du XIXe siècle, son œuvre commença à être réhabilitée grâce aux travaux des archéologues qui confirmèrent sa version des faits ou ses descriptions de lieux ou de monuments, surtout en Égypte. Et donc la vision moderne dominante est qu'Hérodote réalisa un travail remarquable, mais que certains détails spécifiques, en particulier les effectifs des armées, les pertes dans les batailles ou la chronologie, sont à considérer avec précaution. Alors, il reste tout de même des historiens qui considèrent qu'Hérodote inventa la plupart de ses voyages ainsi que ses sources de référence. Alors on l'a vu, Hérodote montrait effectivement un goût pour le merveilleux, et pour lui, la vérité était un concept flou, et on trouve même des passages où il justifiait le mensonge de manière générale. Mais tout ça ne suffit pas pour faire de lui un pur affabulateur. Hérodote montrait son sens du tragique, sa capacité à tenir le lecteur en haleine par un récit bien construit, mais aussi par son habileté à rapporter les contes populaires, le merveilleux et les descriptions ethnographiques. Et finalement, l'essor de l'anthropologie et de l'ethnologie au cours du XXe siècle réhabilita totalement l'œuvre d'Hérodote. Voyons en thème numéro 6, la représentation du monde. Le récit d'Hérodote fixa pour des siècles la représentation du monde connu des Grecs. En effet, il structura le monde avec un centre et des limites en utilisant les fleuves et les montagnes comme repères géographiques. La Terre était, selon lui, constituée de 3 continents, donc l'Europe, l'Asie et la Libye. Alors il situait l'Europe à l'ouest du monde, séparée de l'Asie par le fleuve Phase en Géorgie actuelle. Et selon lui, l'Afrique était délimitée au sud par le Nil. Alors Hérodote ne fut pas le premier à mentionner le terme d'Europe, qui apparaît déjà chez Hésiode, mais il lui donna un sens puissant en l'opposant à l'Asie dans le cadre des guerres médiques. Alors Hérodote plaçait l'Ionie, donc à l'ouest de l'Anatolie, donc une terre colonisée par les Grecs, au centre du monde connu, car elle incarnait à ses yeux le cœur de la civilisation. Et l'Ionie était aussi pour lui un centre climatique, car il était persuadé que toutes les villes construites hors de ce pays s'exposaient soit au froid et aux averses, soit à des chaleurs insoutenables et à des sécheresses. Alors, Hérodote s'intéressa aussi à ce qu'il considérait comme les extrémités du globe terrestre. Donc il étudia des pays aux confins du monde, comme la Libye, la Scythie et l'Inde, et selon lui, toutes ces contrées regorgeaient de plantes et d'animaux inconnus et merveilleux. Ces récits sur l'Inde comptent d'ailleurs parmi les écrits les plus anciens de la civilisation indienne, rédigés par un étranger. Alors, Hérodote fournit également de nombreuses informations sur la nature du monde. Donc il rapporte que la crue annuelle du Nil serait le résultat de la fonte des neiges loin au sud, et montre qu'il ne comprend pas comment il pourrait y avoir de la neige en Afrique.
Alors, il élabore une explication fondée sur la manière dont les vents du désert affecteraient le passage du soleil sur cette partie du monde. Alors, il rapporte également des rapports de marins phéniciens selon lesquels, en faisant le tour de l'Afrique, ils virent le soleil sur le côté droit en naviguant vers l'ouest. Même si, ignorant l'existence de l'hémisphère sud, il affirme ne pas croire à cette affirmation. Alors, en raison de cette mention donc, au livre 2, certains historiens avancent que le tour de l'Afrique avait déjà été réalisé en fait, par des navigateurs phéniciens. Alors, Hérodote décrit les paysages, les climats, la faune et la flore des différentes régions qu'il a traversées ou non, offrant une peinture vivante du monde antique. Il décrit les déserts de l'Égypte, les forêts de la Scythie et les montagnes de la Perse avec un souci du détail qui témoigne de son engagement envers une représentation fidèle de la géographie. Et toutes ces descriptions géographiques eurent des implications importantes pour la compréhension du monde antique, même si elles comportent des limites, car évidemment certaines de ces observations s'avèrent inexactes, car fondées sur des récits de seconde main ou influencées par ses propres préjugés culturels et ses objectifs narratifs. Alors voyons thème numéro 7, Hérodote, le premier des ethnologues. Infatigable voyageur, rempli de curiosité, Hérodote est considéré comme le pionnier de l'anthropologie et de l'ethnologie à travers l'étude des peuples dits barbares. Donc il observa les divers sites, les distances, les productions, les mœurs et les religions de ces pays, et finalement il décrit une centaine de peuples différents, et nous lui devons énormément concernant la connaissance des Perses, des Égyptiens, des Scythes, des Thraces ou des Lydiens. Alors, il puisait dans les archives et dans leurs inscriptions les faits importants et les généalogies royales. Et il s'y lia aussi avec les hommes les plus instruits, comme les prêtres d'Égypte. En effet, sa description de l'Égypte représente une source de premier plan pour la connaissance de son histoire et de sa géographie. Et son récit, qui est très précis, prouve qu'il a bien voyagé en Égypte, de Memphis à Thèbes, et qu'il s'est aussi entretenu avec des prêtres. Et Hérodote écrivit d'ailleurs à tort que presque tous les noms des dieux grecs provenaient d'Égypte. Pour le grec, le barbare, dont le nom dérive d'une onomatopée incompréhensible pour un grec, désigne par définition un individu dont le langage paraît inintelligible, l'étranger, l'autre. Donc il s'agit au départ d'un critère culturel et linguistique. Et donc le terme fut popularisé par Hérodote, mais ne désignait pas forcément, comme on le croit, des peuples jugés moins civilisés, puisqu'il était utilisé indistinctement pour parler des Égyptiens, des Babyloniens et des Perses, dont les civilisations étaient jugées brillantes par bien des Grecs. Alors, en revanche, les peuples celtes, germaniques, thraces, slaves, scythes ou berbères étaient considérés comme des barbares peu civilisés. Alors pour le grec, comme l'explicita plus tard Aristote, le barbare est d'abord celui qui ne vit pas en cité, qui n'est pas régi par le logos et qui était soumis à l'arbitraire d'un despote. Alors Hérodote, lui, décrivait les barbares, mais sans mépris ni animosité de principe. Et il passait même aux yeux de Plutarque, qui rédigea un traité à charge contre lui, comme un philobarbaroi, une expression qui se voulait dédaigneuse. En fait, Plutarque accusait Hérodote de ne pas avoir été suffisamment pro-grec, ce qui prouve en fait qu'Hérodote réalisa un travail remarquable en étudiant sans préjuger les coutumes des barbares. Alors, il montrait même une certaine fascination pour les cultures millénaires d'Égypte et de Mésopotamie, et il cherchait également à comprendre les coutumes, les croyances, les rites funéraires et les motivations de ces peuples étrangers. Alors il montra une approche comparatiste et ethnographique en soulignant la diversité et la richesse des autres cultures. Alors, il était profondément curieux des différentes cultures et peuples qu'il connut au gré de ses voyages, et contrairement à ses contemporains grecs, il rejetait les préjugés ethnocentriques et ne considérait pas les autres peuples comme étant inférieurs, montrant par là même une approche qu'on pourrait qualifier de relativiste.
On va tout de même éviter de tomber dans les poncifs de la modernité en parlant d'inclusivité, d'empathie ou de bienveillance. Alors, Hérodote savait aussi mettre en évidence les réalisations et les vertus des cultures non grecques, tout en reconnaissant leurs différences. Alors, il adoptait tout de même une grille de lecture typiquement grecque en recherchant par exemple les équivalents grecs aux dieux des barbares ou à certains de leurs rites. Alors, il cherchait aussi à comprendre les motivations et les perspectives des autres cultures. Et par ailleurs, il n'hésitait pas à critiquer certains aspects de la culture grecque, y compris ses pratiques religieuses, ses institutions politiques ou son arrogance. Donc voyons en thème numéro 8, en guise de conclusion, les relations et les interactions entre Grecs et barbares à travers l'œuvre d'Hérodote. Donc celui-ci se montra comme un observateur curieux des peuples voisins, et même dans une certaine mesure comme l'ami des barbares. Alors il ne se contenta pas de les décrire comme des êtres exotiques et étrangers, mais chercha aussi à comprendre leurs motivations, leurs valeurs et leurs perspectives. Et il relata les raisons, par exemple, pour lesquelles les Perses entreprirent leur campagne militaire en examinant les facteurs politiques, économiques et culturels qui influencèrent leurs décisions. Alors, il mit tout de même en évidence les aspects de la culture grecque qu'il considérait comme supérieurs, tels que la démocratie, la liberté et l'amour de la raison et du débat intellectuel. Par contraste, il décrivait les barbares comme soumis à des despotes ou à des coutumes violentes, telles que les pratiques de mutilation corporelle ou les sacrifices humains. Et quand ces mêmes barbares devinrent les ennemis mortels des Grecs, comme ce fut le cas des Perses, lors des guerres médiques, alors Hérodote se plaça en ardent défenseur de l'unité des Grecs. À l'heure des guerres médiques, il soulignait le fait que les Athéniens et les Spartiates ne devaient pas trahir leur alliance sous peine d'être envahis et de disparaître face aux hordes barbares et à leurs despotes. Alors en effet, dans le prologue des histoires et dans les premiers livres, les Grecs et les barbares étaient traités de manière équitable, mais à mesure que le danger de l'invasion perse s'étendit, le barbare devint le destructeur de liberté. Et au final, Hérodote témoignait d'un aspect notable de la culture grecque. Le barbare pouvait être l'objet d'intérêt et de respect tant qu'il ne menaçait pas la patrie. Alors finalement, l'œuvre d'Hérodote permit aux Grecs de renforcer la propre compréhension de leur identité en opérant une comparaison avec d'autres peuples dans une forme de miroir inversé. Du temps des guerres médiques, les Grecs, si souvent divisés en cités rivales, prirent en effet conscience d'eux-mêmes une fois confrontés à la menace des Perses. Alors Platon rejoint cette idée en montrant qu'une communauté prend conscience de son existence face à un péril extérieur. Cette compréhension de ce que était être grec favorisa l'idéal panhellénique vanté par l'Athénien Isocrate, qui fit de l'Iliade le modèle de la lutte entre Grecs et barbares. Et cet idéal fut repris par Philippe II et incarné par Alexandre, avec bien sûr la conquête de l'Empire perse, qui permit aux Grecs de réduire définitivement le danger perse et de diffuser leur propre culture jusqu'aux confins du monde connu. Sauf qu'avec Alexandre, le barbare, une fois vaincu, cessa d'être un ennemi. On peut donc voir une filiation entre Alexandre et l'œuvre d'Hérodote. En conclusion, Hérodote joua un rôle crucial dans la préservation et la transmission de la mémoire des cultures non grecques de son époque. À travers son œuvre monumentale, il offrit au monde antique et aux générations futures une vision profonde et nuancée des interactions entre les Grecs et les peuples voisins dits barbares. Cependant, malgré cette volonté d'ouverture et de compréhension, l'œuvre d'Hérodote n'est pas exempte de préjugés et de stéréotypes propres à son temps. Alors, son usage du terme barbare, bien que dénué au départ de connotations péjoratives, reflète une conception hiérarchique du monde où la Grèce occupe une place centrale. De plus, sa vision des conflits entre Grecs et non-Grecs est parfois teintée d'un sentiment de supériorité culturelle, même s'il reconnaît également les mérites et les accomplissements des peuples qu'il qualifie de barbares. Finalement, l'œuvre d'Hérodote représente un jalon essentiel dans l'histoire de la littérature et de la pensée historique occidentale.
et en dépit de ses limites et de ses préjugés, elle demeure une source précieuse pour la compréhension des relations entre Grecs et barbares dans l'Antiquité et continue d'inspirer les chercheurs et les passionnés d'histoire, tels que ma modeste personne, par sa profondeur et sa richesse. Ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Merci pour vos vues, vos likes et vos abonnements, et à très bientôt pour d'autres découvertes.